Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier. Bienvenue dans la 159e émission de Et si on parlait de sport, coup d'envoi de votre rendez-vous 100% sport, 100% passion. Une émission rythmée par l'énergie du terrain, l'émotion des compétitions et des histoires de celles et ceux qui font vivre le sport au quotidien. Un grand merci à nos partenaires Samper Connect, LG Consultant et l'agence Bellombra qui joue le match à nos côtés. Et bien sûr, coup de projecteur sur toute la team Et si on parlait de sport, animateurs, chroniqueurs, consultants et passionnés réunis autour d'une même envie, vous faire vivre le sport autrement avec intensité et authenticité. Alors préparez-vous, montez le volume et entrez dans le match. C'est parti pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport ? Et en première mi-temps, nous vous proposons de plonger dans l'univers fascinant de la natation en eau libre aux côtés d'une athlète qui fait rayonner les couleurs de la France sur toutes les mers et tous les plans d'eau du monde. Caroline Jouisse, membre de l'équipe de France et participante aux Jeux Olympiques de Paris 2024, est notre invitée. Avec elle, nous reviendrons sur son parcours exceptionnel, de ses débuts dans les bassins jusqu'à son rêve olympique, en passant par son titre de championne d'Europe. Elle nous ouvrira également ses portes d'une discipline exigeante où l'endurance, la stratégie et le mental font toute la différence, avant de partager ses ambitions et ses précieux conseils à tous ceux qui rêvent de se lancer dans la natation en eau libre. En deuxième mi-temps, nous partirons à la rencontre d'un homme qui connaît le football de l'intérieur, ancien joueur informé à Toulouse FC. Nicolas Bayod a transformé son expérience de haut niveau en une véritable mission, accompagner les joueurs dans leur progression sportive, mentale et humaine. Avec lui, nous parlerons des exigences du football professionnel, de l'importance du mental dans la performance, de la gestion de carrière et des clés pour aider les jeunes talents à construire leur avenir avec ambition, lucidité et confiance. Alors installez-vous confortablement et embarquez avec nous pour une émission riche en émotions et en adrénaline. Et tout de suite, place à la première mi-temps avec Caroline Jouisse pour parler natation en eau libre. Et si on parlait de sport ? Première mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport ? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une athlète qui incarne parfaitement la persévérance, la passion et le goût de l'effort. Caroline Jouisse, qui est membre de l'équipe de France de natation en eau libre, championne de France, médaillée européenne, championne d'Europe du 25 km en 2022, participante aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Caroline a construit sa carrière avec patience et détermination. À 30 ans, elle a réalisé son rêve olympique en prenant le départ du 10 km dans la Seine. Devant le public français, elle a terminé une remarquable place lors de ses premiers Jeux Olympiques. Pendant cette émission, nous allons revenir sur son parcours sportif, découvrir comment elle concilie le sport de haut niveau, mais aussi sa vie professionnelle, évoquer ses ambitions pour les années à venir et recueillir ses conseils pour les jeunes qui rêvent peut-être de se lancer eux aussi dans la natation en eau libre. Bonjour Caroline. Bonjour, merci de me recevoir. Eh ben, merci d'être avec nous dans Ici on parlait de sport. Alors on va essayer de découvrir qui est Caroline. Oui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos éditeurs afin qu'ils comprennent un peu la personne qui est avec nous? Alors du coup, je suis Caroline Jouisse, j'ai 32 ans maintenant. Je fais de la natation en eau libre, donc pour les gens qui connaissent pas, c'est tout ce qui est en milieu naturel, donc mer, lac, rivière, c'est de la natation tout sauf en bassin en fait. Et voilà, j'ai fait les Jeux, comme vous avez dit, en 2024 à Paris, où j'ai terminé 8e. Et je me suis spécialisée en fait sur le 10 km, plutôt à partir de 2021. 2022, j'ai été championne d'Europe sur 25 km parce que voilà, je viens du plus long et j'ai choisi de me raccourcir, on va dire. Moins d'efforts, plus d'énergie, plus rapide. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment est entrée la natation dans votre vie ? Comment on passe, alors qu'on peut aller dans des piscines, comment on décide d'aller nager dans de l'eau libre ? Peut-être il fait plus frais avec cette chaleur, c'est bien, mais est-ce que c'est ça votre objectif ? Moi, déjà, j'ai commencé à nager quand j'étais toute jeune. J'ai deux grandes sœurs, et mes parents nous ont mis toutes les trois, en fait, à la natation pour qu'on ait les bases et qu'on appréhende pas ce milieu, en fait, et qu'on se retrouve pas en panique, on va dire, si on a piscine avec l'école. Mes deux sœurs ne sont pas allées jusqu'au très haut niveau.
Moi, oui, je suis rentrée en section sportive juste avant le CM2, une pré-section sportive, on va dire, en CM2. Et après, sport-études à partir de la 6e, et ça n'a jamais quitté mon quotidien depuis. Et l'eau libre, j'ai commencé sur le tard, j'ai commencé en 2012, donc l'année de mon bac. J'étais à Bourges et le coach, en fait, a vu que j'avais un profil de demi-fond, mais voilà, il trouvait qu'il y avait du demi-fond plus, en fait. Et en piscine, on peut faire du 800, du 1500, mais voilà, il n'y a pas au-delà. Il y avait le 5 km avant, mais ça n'existe plus aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y participaient. Du coup, voilà, 2012, on a essayé les championnats de France d'eau libre, ça s'est super bien passé et c'est pas du tout pareil. En fait, on n'est pas tout seul dans notre couloir. On est en milieu naturel, il y a beaucoup plus de stratégie. La course dure plus longtemps, 1500. Il faut savoir que pour les filles, c'est 17 minutes, un peu plus, un peu moins. Mais voilà, grosso modo, c'est un effort de 17 minutes. 10 km, on est plutôt sur du 2 heures et 25 km du 5h30. Donc, c'est des efforts qui sont pas du tout pareils et qui, du coup, incluent beaucoup plus de stratégie, d'adaptation à l'environnement, toutes ces choses-là qui m'ont énormément plu, en fait, dès la première fois. Comment, petite question qu'on se pose quand même, comment on arrive à se repérer du coup dans l'eau comme ça, parce qu'il n'y a pas de ligne pour aller d'un point à un autre, on peut se dévier des fois quand on nage, on voit pas forcément quels sont les trucs, les astuces que l'on fait quand on doit aller en mer justement pour tourner autour d'une bouée, comment ça se passe? C'est vrai que ça vient aussi avec l'expérience. C'est un sport quand même malgré tout d'expérience, le libre. Et pour se repérer, en fait, au lieu de respirer sur le côté comme on fera en natation quand on nage du crawl, parce que bien évidemment sur 25 km, on nage du crawl tout le temps, qui est la nage la plus rapide, on va respirer devant. En fait, on va lever la tête, un peu comme on fait pareil les triathlètes ou les nageurs en eau libre. On respire devant plutôt que sur le côté pour prendre des repères. Donc après. Ça reste une prise d'information qui est très très courte et il faut réussir tout au long de sa course à être lucide, etc. Après, il y a un peu comme au vélo, en fait, il y a un phénomène de drafting, donc en fonction de positionner dans le pack, si on n'est pas premier, il n'y a pas forcément besoin de relever la tête aussi souvent pour s'orienter parce que voilà, il y aura d'autres personnes devant, sur les côtés et on peut juste se fier à eux entre guillemets. Après, qui prennent des bons caps et d'autres qui prennent des mauvais caps, mais ça c'est à nos risques et périls, on va dire. Ouais, c'est ça. S'il y en a un qui part à droite alors que c'était à gauche, on est mal barré. Alors, quelles ont été les étapes marquantes de cette progression, en fait? 2012, du coup, je commence l'eau libre. 2013, pour me familiariser avec la discipline, en fait, je de faire le circuit des étapes de Coupe de France. Ça existe encore aujourd'hui. Il y a pas mal d'étapes de Coupe de France dans toute la France, en fait. Ça commence à peu près au mois de mai et ça se termine vers octobre. Du coup, moi, j'ai fait ça. En fait, j'ai passé mon été, un peu plus que mon été, à faire quelques étapes, à sillonner la France avec mes parents. En fait, j'ai acquis énormément d'expérience pendant cette année en faisant mon petit truc toute seule, en fait, dans mon coin et voilà. Et après 2016, première équipe de France senior, on va dire, parce que j'ai jamais fait d'équipe de France junior, du coup. Je suis allée directement en équipe de France A. Je fais ma première équipe de France 2016 sur le 25 km et je finis 3e, donc première équipe de France et premier podium, donc super cool. Derrière ça, moi, j'ai décidé de pas mettre de côté mes études. Donc, je suis partie aux États-Unis. J'ai passé 3 ans là-bas. Et c'est vrai que, c'est pas du tout organisé aux États-Unis ou en France. Mais l'année d'après, en 2017, quand je suis revenue en France, à l'époque, c'était pas trop apprécié, on va dire, de partir aux États-Unis et de quitter la France. Donc ouais, on me l'a un peu fait payer et j'ai pas été sélectionnée en 2017 au championnat du monde alors que j'avais rempli les critères. Donc j'étais censée être sélectionnée. À la sortie de ma course, on m'a dit que j'étais sélectionnée. Et quelques heures plus tard, on m'a dit finalement non, etc. Avec des excuses tout un peu plus bidons les uns que les autres. Et ensuite, j'ai fini mon cursus du coup 2019 aux États-Unis. Après les États-Unis, je suis allée en Italie pour m'entraîner avec un coach qui m'avait démarché en 2016. Et après, retour en France au moment du Covid. Et 2022, équipe de France, championne d'Europe du coup sur 25 km et 5e au championnat du monde sur 25 km. 2023, pas d'équipe de France. Et 2024, équipe de France et qualification pour les Jeux. Alors, on va en parler. Donc, on va en parler justement un tout peu plus tard. La question, c'est, vous avez été longtemps spécialiste du 25 km. Comment vous avez vécu la disparition finalement de cette distance au programme international ?
Très bien, très très bien. Très bien parce qu'en fait, le 25 km, ça a été vraiment mes débuts et c'est ce qui m'a ouvert un peu les portes entre guillemets de l'équipe de France parce que voilà, comme je venais de vous expliquer au parcours, j'ai pas fait énormément d'équipes de France. Je fais pas partie de ces athlètes qui sont chaque année sélectionnés en équipe de France. J'en ai vraiment pas beaucoup à mon actif, on va dire. Mais voilà, le 25 km, j'ai eu la sensation en fait d'avoir fait le tour en 2022. Et je l'avais même dit à la personne, enfin la coach qui m'avait à cette époque, je lui avais dit, écoute, si à un moment donné, il faut choisir entre le 5 km et le 25 km, je préfère me mettre sur le 5. Mon choix n'a pas été écouté et respecté. Et au final, j'ai un titre de championne d'Europe, donc tant mieux, on va dire. Mais voilà, j'ai eu cette sensation, en fait, en 2022, que la boucle était bouclée, en fait, que j'avais fait le tour de cette distance et que je pouvais plus rien découvrir sur cette distance, plus rien faire de mieux, entre guillemets, que voilà. J'avais un peu le sentiment d'avoir fait le tour, en fait. Donc, que ça soit supprimé du programme, pour moi, ça m'a fait ni chaud ni froid parce que je comptais pas forcément continuer sur cette discipline. En fait, je m'étais déjà dans ma tête orientée sur le 10 km et essayer de me qualifier. Arrive 2024 et vous décrochez votre qualification olympique. Qu'est-ce que ça représente ce moment, justement, avec un petit peu ce que l'on sent, cette amertume, finalement, c'est quand même une joie énorme. Alors, c'est une joie énorme. Après, moi, j'avoue que j'ai un petit temps je sais pas si on peut dire un temps de latence, mais j'étais un peu jet lag. Donc, en fait, en décembre, ça s'est fait par étapes. Donc, en décembre, Coupe du Monde, les 2 premières Françaises se qualifiaient pour les championnats du monde. Et en quelques championnats du monde, il fallait faire un top 13 pour se qualifier aux Jeux. Et donc, j'obtiens ma qualification en décembre pour les championnats du monde qu'on lui en février. Le 3 février, je me qualifie pour les Jeux. Et en fait, j'ai pas vraiment réalisé que je me qualifiais pour les Jeux Olympiques. C'est le Graal pour tout athlète et c'est vraiment ça arrive une fois tous les 4 ans, donc c'est quand même une compétition différente. J'ai mis énormément de temps, en fait, à me rendre compte que j'avais atteint ça, en fait, et même, en fait, j'ai fait les Jeux. Je sais pas, en fait, je me suis un peu protégée parce que c'était en France, on nous a dit que les médias allaient nous mettre la pression, etc. Nous, en plus, il y a la particularité que c'était dans la Seine. Donc, il y avait des articles tous les jours en disant que la Seine n'était pas propre, que ça serait pas baignable, que ça aurait pas lieu, que ça serait décalé, que machin. Donc, vraiment, il a fallu se protéger de ça. Et même sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens, en tout cas pour ma part, il y a beaucoup, mais que je connais pas, journalistes ou personnes lambda, qui m'ont contacté pour savoir, pour donner leur avis, en fait, sur le fait qu'on nagerait dans la Seine. Et donc, dû à tout ça, en fait, je me suis hyper protégée et vraiment, j'ai essayé de pas dédramatiser le truc parce que c'est pas le bon terme, mais voilà, de dégrossir la chose, en fait. Et comme si c'était une compétition normale et comme si c'était pas les Jeux Olympiques. Et la particularité que j'ai, c'est que moi, en fait, je rentre un petit peu dans ma compétition à partir du moment où je prends l'avion et que, voilà, j'atterris, on parle plus ma langue, etc. Sauf que là, c'était en France. Donc, j'ai pas pris l'avion, j'ai pris le TGV. Il y avait des gens à côté de moi qui parlaient, qui avaient trop hâte d'aller voir les sports qu'ils avaient réservés, etc. Donc, c'est vrai que la mise en situation que j'ai d'habitude où je me dis, voilà, je prends l'avion, je suis à l'aéroport, je pars dans ma compète. Je l'ai pas eu et en fait, voilà, mis bout à bout toutes ces choses-là, c'est vrai que j'ai pas vécu ça comme des Jeux Olympiques en fait. Alors, j'ai eu du stress, mais différemment. Quel souvenir, Caroline, vous gardez finalement de la course ? On va rester dans le positif quand même parce que votre élément, c'est d'être une nageuse. Au-delà de ce qu'on vient de dire de l'environnement, quel souvenir vous gardez profondément au moment où vous plongez, que c'est parti ? C'est avant de plonger, on va dire, le souvenir que j'ai. C'est quand je marche, en fait, j'étais numéro 1. Donc, je suis la première, en fait, à arriver sur le ponton pour me positionner et d'avoir... j'ai vu où étaient ma famille, mes proches, etc. Je les ai repérés. Donc, de marcher, de voir mes proches. On a la Tour Eiffel qui est pas loin. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs souvenirs. Et en dehors de ma course, je dirais la cérémonie de clôture. Finalement, au-delà de toutes les polémiques, pouvoir se faire cette course dans la Seine, ça reste quand même historiquement grandiose. Ah oui, puis là on remet ça cet été. Hein. Il y a les championnats d'Europe début août, on replonge, pas au pont Alexandre III, on sera plus loin, on plonge du pont Grenelle. Mais normalement, on doit renager dans la Seine et cette fois, vu que c'est les championnats d'Europe, ce sera pas qu'une seule course. Il y aura 10 km, 5 km, un jour de pause, le knock-out et après le relais. Donc c'est du 4 au 8 août. On vient de parler beaucoup de la sportive. Moi, je voudrais un petit peu aller plus loin. Est-ce que sportif de haut niveau, dans une discipline qui est en fait peu médiatisée, même si grâce aux Jeux Olympiques, on a vu quand même des choses, est-ce que ça demande probablement un équilibre particulier ? Comment vous gérez la deuxième partie de votre vie, qui est cette vie professionnelle ? Alors, j'ai la chance, en 2021, j'ai démarché Veolia. À la base, c'était pour du sponsoring que je les avais démarchés. Et quand je démarche des sponsors, je veux qu'ils aient un point commun, en fait, avec mon histoire, avec ma discipline, qu'il y ait quelque chose, en fait, voilà, qu'on ait un point commun.
Donc Veolia s'occupe de l'eau évidemment, donc c'est pour ça en fait que je les ai démarchés et il se trouve qu'à cette époque, ils créaient un projet d'aider et d'accompagner des athlètes. Et en fait, on est 7 athlètes à être rentrés et à avoir signé avec eux en 2021. Et du coup, moi, ça fait que depuis 2021, ils me suivent. J'ai un CDI, mais voilà, c'est un CDI, on va dire, un peu particulier. Je fais que du télétravail. Je fais chez moi et comme ça me permet en fait d'avoir mes entraînements le matin et l'après-midi, mes séances de muscu, tout mon programme en fait d'athlète. Et en dehors de ça, j'imbrique en fait du télétravail pour Veolia. Alors le sport, finalement, est-ce que ça vous a apporté des compétences utiles dans ce monde professionnel ? Déjà, je suis trilingue, donc je pense que sur mon sport, j'aurais pas pu partir. Je serais pas partie aux États-Unis, je pense pas. Je serais pas partie en Italie non plus. Donc c'est des compétences qui vont me servir, c'est sûr. Et même aujourd'hui, que ce soit dans le niveau pro pro natation ou pro vraiment pro, ça me sert, c'est sûr, de pouvoir parler plusieurs langues. Et après, je pense que malgré tout, nous, ça fait partie de notre quotidien, mais on a une certaine rigueur, une certaine discipline. On est, malgré tout, moi, mes premiers jeux, je les fais à 30 ans, donc c'est quand même que je suis une bosseuse et que voilà, je lâche rien et que si je me mets un objectif, en fait, je donnerai tout pour y aller. Donc après, forcément, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais je pense que c'est des choses qui au travail servent, d'avoir cette rigueur, d'avoir cette discipline, d'être organisé aussi malgré tout. On a eu Paris 2024 avec tout ce que ça représente. On se fixe à la suite toujours sportive, mais on se fixe quand même des objectifs. Est-ce que plus ou moins loin on a les Jeux de Los Angeles dans la tête ? Où est-ce qu'on en est à peu près dans le profil professionnel, mais en même temps en carrière sportive ? Alors niveau pro, je continue avec Veolia et en fait ils continuent leur accompagnement avec moi jusqu'à 2028. Donc ça c'est top. Et niveau pro, mes athlètes, je continue aussi jusqu'à 2028. Après j'ai toujours pris, je prends année après année, mais avec un objectif final un peu plus lointain, on va dire. Donc voilà, je vois comment chaque année se passe et après il y a toujours des ajustements à faire, que ce soit sur le niveau coach natation ou coach de la muscu, etc. Voilà, donc cette année, il y a les championnats d'Europe. L'année prochaine, l'objectif, ça sera les championnats du monde de Budapest, qui seront en juillet. Et après, il y aura les Jeux de 2028. Et après 2028, on verra. Là, vous êtes retenu... Je ne repartirai pas sur un autre cycle. Ouais. Vous êtes retenu pour les championnats d'Europe, là, c'est sûr. Oui, c'est officiel. La qualification, elle est faite. Quel regard, Caroline, vous portez aujourd'hui sur l'évolution de la natation en eau libre en France, puisqu'il y a quand même eu, grâce aux Jeux Olympiques, je pense, un éclairage. On a regardé une compétition et un sport que l'on a un peu plus découvert. Alors oui, effectivement, il y a les polémiques de la Seine, mais en même temps, elle a servi probablement parce que ça a montré qu'il y avait une discipline qui, alors il y a bien sûr, on est d'accord, le triathlon, mais malgré tout, l'eau libre a été regardée parce que, bien évidemment, le mythe de la Seine était là. Oui. Non, mais c'est sûr. Donc, les médias surtout en ont beaucoup parlé. Je pense que le commun des mortels se questionnait si vraiment on allait plonger là-dedans ou pas. Mais c'est sûr que les gens savent et moi je l'ai vu, pas longtemps après les Jeux, quand les gens parlent de sport et que voilà, il y a eu un certain engouement quand même, et quand on dit qu'on a fait les Jeux, que les gens demandent quel sport et que je dis la nage en eau libre, qu'on me regarde un peu bizarrement, je dis vous savez ce qui était dans la Seine aux Jeux Olympiques de Paris? Ah oui, je vois. Donc les gens ne savent pas forcément toujours que ça s'appelle l'eau libre. Souvent on nous dit la nage en eau libre. Pendant les Jeux de Paris, c'était appelé la natation marathon. Donc voilà, les gens ne reconnaissent pas forcément, mais dès qu'on dit oui, on a nagé dans la Seine aux Jeux, les gens identifient très très bien. Donc ça a eu malgré tout son positif. Ouais. Probablement qu'il faut un peu de communication autour pour bien expliquer ce que c'est, mais c'est sûr que on a des souvenirs. Moi, j'ai un souvenir d'une bataille, même 4 ans avant, avec un de nos Français qui perd au dernier moment. Il tape pas au bon endroit et il y a une polémique au dernier moment. Et c'est vrai que on a regardé avec plaisir quand on les voit arriver. C'était chez les garçons. J'ai plus le souvenir du nageur de l'époque, mais j'ai le souvenir de cette bataille. Ça devait être Marc-Antoine. Ouais, c'est ça, où il perd sur soi-disant une mauvaise touche ou quelque chose comme ça. Et finalement, on a découvert la technique parce qu'il fallait taper sur un espèce de panneau et comme une plaque, ouais. Voilà, et donc ça on comprenait pas parce qu'on sait pas. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir ça en natation dans les piscines où là on sait où ça s'arrête. Là c'était un sprint final, ça s'est joué à peu de choses et il a perdu, je crois, en appel ou une chose comme ça. Et c'était passionnant finalement à voir et je crois que c'était intéressant que on ait plus de médiatisation. Je crois que il faut en parler, il faut effectivement le mettre parce que déjà ce que vous faites c'est bravo.
C'est pas donné à tout le monde de nager aussi vite. Non. Donc, non, bravo à vous. En tout cas, c'est un plaisir de regarder ces compétitions-là. C'est important de le dire, en tout cas. Alors, moi, j'ai envie qu'on parle un petit peu plus de cette évolution donc, que vous souhaitez pour cette natation en eau libre. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour mieux vous faire connaître? Niveau média, je pense qu'il faudrait qu'il y en ait un peu plus. Alors après, voilà, comme vous venez de le dire, au niveau de Paris, forcément, ils ont parlé de la scène, mais malgré tout, ça a quand même mis en avant notre sport. Après, je pense que voilà, on reste quand même un sport un peu niche, on va dire. Donc oui, il faudrait qu'au niveau des médias, il y ait un peu plus, enfin qu'on en parle plus en fait et que les gens en connaissent un peu plus. Même tout simplement, en fait, chaque année, on a des circuits. Donc, je vous parlais du circuit Coupe de France que moi j'ai fait en 2013, mais il y a un circuit au niveau européen, donc un circuit de Coupe d'Europe et un circuit Coupe du Monde. Et c'est vrai que la diffusion, donc cette année, il y a eu la diffusion sur toutes les Coupes du Monde, mais c'est pas tout le temps le cas. Et en fait, moi je vois mes proches quand ils me regardent, des fois ils me disent mais en fait c'est impossible de voir, c'est impossible de suivre. Donc au niveau de la médiatisation pure en fait, de comment sont filmées les courses, etc. C'est très compliqué de suivre. Donc forcément, ça met pas forcément en avant la discipline ni les athlètes. Et après, je pense que c'est aussi à chaque athlète de faire sa petite communication et puis de parler de son sport. Je pense que ça, on a un rôle à jouer aussi malgré tout. Il faut mettre des couleurs au bonnet avec des marques dessus pour qu'on puisse. Mais il devrait. Ouais. Mais oui, on devrait faire comme les triathlètes, mais en fait, on a le bonnet avec les logos de notre pays. Mais on devrait faire des bonnets comme font les triathlètes avec un top 10 d'une couleur. Enfin, ben voilà. Je trouve que c'est plus identifiable en fait. On n'y est pas encore. Des trucs fluo qui se voient dans l'eau, enfin, fait qu'on puisse dire tiens, la orange, là c'est un tel. Enfin, c'est sûr que ça serait intéressant. Enfin, voilà, on lance l'idée, pourquoi pas, ça sera peut-être retenu. Qu'est-ce que vous diriez vous à un jeune ou une jeune qui rêve ou qui n'ose pas, qui se dit tiens, peut-être, mais je sais pas quoi faire exactement pour pratiquer la natation en eau libre? Alors, il n'y a pas spécifiquement quelque chose à faire pour pratiquer la natation en eau libre, pour être très honnête. On s'entraîne en piscine, en fait, comme les nageurs bassin. Donc, on s'entraînera en piscine tous les jours. On s'entraîne très rarement en milieu naturel. Donc, moi, j'habite à Hyères, donc j'ai la chance d'avoir la mer. Donc, je vais de temps en temps en mer l'été. Mais après, on fait des longueurs dans un bassin comme un nageur bassin lambda, en fait. Mais je ne sais pas ce que je pourrais dire. La Marne n'est pas navigable. La Marne, c'est pas très loin pourtant. Ouais. Non, je nage pour nos jambes, mais je m'entraîne à Hyères. Donc, mais oui, la Marne, ils la rendent accessible à la baignade. Et normalement, mon club doit organiser une compétition l'année prochaine. Donc, j'espère que tout va bien se mettre en place et qu'ils vont y arriver. Mais si, normalement, la Marne est baignable. Non, je ne sais pas ce que je pourrais dire comme conseil. En fait, pour moi, c'est un sport... je m'amuse vraiment en fait dans cette discipline. Pour moi, c'est marrant parce qu'on dit souvent jouer au basket, machin. On ne dit pas jouer à la natation, on dit je vais nager. Mais pour moi, l'eau libre, c'est quand même comme un jeu en fait, parce que ça dure 2 heures. Il y a de la stratégie, il y a plein de choses, il y a plein de rebondissements pendant une course. Donc ouais, je trouve ça beaucoup plus fun en fait que juste de nager en bassin tout simplement et d'être chacun dans son couloir avec 7 autres concurrents. Là, on est plein. Il y a des courses, on part, on est plus de 100 en fait. On est plus de temps, il faut réussir à bien se placer, il y a des passages de bruit, il y a plein de choses en fait que je trouve qui m'amusent moi, on va dire, que je trouve fun. Puis malgré tout, il faut composer aussi avec les éléments naturels. Donc il peut y avoir de la houle, il peut y avoir plein de choses, la marée peut changer pendant la course. Oui, bien sûr. Donc c'est beaucoup plus divertissant, je trouve, qu'en piscine. Après, c'est mon sport, donc je presse pour ma... Mais c'est bien, mais c'est normal, c'est normal. Quelle qualité indispensable pour réussir dans cette discipline alors? Parce qu'au-delà de la piscine, il y a quand même des distances plus longues. Est-ce qu'il faut des qualités particulières quand même? Faut être endurant. Ouais, endurant, c'est le premier mot, je dirais. Persévérant aussi, et être capable de s'adapter malgré tout. Parce que si on est incapable de s'adapter, on peut avoir une course où ça sera dans une eau toute plate, dans un lac, et la course d'après, il y aura de la houle, il y aura des vagues, etc. Ce seraient les trois principales choses en fait. Être capable de s'adapter, être persévérant et endurant. Et peut-être un petit peu dans la tête aussi, mentalement, faut être fort aussi, non? Oui. En fait, oui et non. S'il faut être fort, c'est sûr, parce que c'est des efforts qui durent 2 heures, 5 heures. Il y a plein de... Ça peut durer... Il y a des traversées qui sont beaucoup plus longues. Hein. Moi, la plus longue que j'ai faite est 36 km. Je crois qu'on a mis 7h30 une année. Oui, dans la tête, il faut être fort dans la tête, mais c'est aussi... je sais pas. Moi, c'est un peu une forme de... c'est pas mon yoga à moi, mais...
En fait, ça m'apaise d'être dans l'eau. C'est vraiment, je me sens bien, je me sens libre. C'est mon milieu. En fait, je suis tranquille, je suis dans ma bulle, j'entends personne, etc. Donc, et c'est là où j'arrive à me surpasser le plus. Il y a des gens qui me disent mais tu nages 10 kilomètres, je pourrais pas, mais qui vont courir 10 kilomètres. Mais moi, je suis incapable d'aller courir 10 kilomètres, en fait, alors que de les nager, il n'y a pas de problème. Faut être fort dans la tête, c'est sûr, mais faut être aussi un peu peut-être dans son monde. Quel est le plus beau conseil que vous avez reçu pendant votre carrière? Plus beau conseil que j'ai reçu, ma carrière, elle a été un peu en dents de scie. J'ai pas eu beaucoup de sélections en équipe de France, mais il y a des coachs. C'est pas forcément un conseil en fait, mais des coachs internationaux qui ont énormément cru en moi et qui m'ont dit que je pourrais aller au jeu et que je pourrais faire de belles choses au jeu. Je dirais que c'est ça. C'est pas un conseil en fait, mais c'est juste me montrer qu'ils aient cru en moi et pour être très honnête, ça fait partie aussi de ma carrière, donc j'ai rien à cacher là-dessus. C'est pas un ressenti que la Fédé de natation malheureusement m'a fait. Ils m'ont jamais fait ressentir ça en fait. Donc la plupart de mes résultats n'ont jamais été, comment je peux dire. On m'a jamais vraiment félicité en fait, même quand je suis championne d'Europe ou des choses comme ça, quand je fais des résultats comme ça, tous mes résultats ont été un peu mis de côté, on va dire. Donc avoir des coachs internationaux qui reconnaissent en fait la valeur de mes résultats, forcément quand ça n'arrive pas venant de son pays, ça fait plaisir en fait. En tout cas, on sent quand même cette passion, cet amour. En plus, vous avez choisi un sport qui en ce moment plairait à tout le monde. Tout le monde va se mettre à l'eau parce que vu la chaleur qu'on a en ce moment, c'est tellement chaud. C'est tellement mieux que vous avez choisi. Merci en tout cas, Caroline, d'avoir partagé avec nous ce parcours. C'était un bon moment entre nous. On espère que vous avez passé aussi le moment. On va clôturer cette émission. En tout cas, ça a été un plaisir. On va vous souhaiter plein de belles choses et puis un bon résultat sur le championnat d'Europe. Merci. Et puis vous savez, maintenant les dates c'est du 4 au 8 pour les championnats d'Europe, mais merci de m'avoir écouté. Le message est passé. C'était Et si on parlait de sport, la première mi-temps avec Caroline Jouisse, membre de l'équipe de France, championne d'Europe et olympienne à Paris 2024, figure inspirante de la natation française en eau libre, un parcours construit avec patience, travail et détermination, qui rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Voilà, mi-temps, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps avec Nicolas Bayod. Ne bougez pas, retour rapide au vestiaire, on reprend son souffle. Et si on parlait de sport, mi-temps. Et chaque semaine, derrière les micros de Et si on parlait de sport, il y a des femmes et des hommes qui donnent de leur temps pour raconter le sport autrement. Le sport des champions, bien sûr, mais aussi celui des clubs, des bénévoles, des éducateurs et de tous les passionnés qui font vivre nos territoires. Aujourd'hui, cette aventure est portée par une association qui ne cesse de grandir. Si vous partagez cette passion du sport, des rencontres et des projets collectifs, alors pourquoi ne pas rejoindre l'équipe ? Devenez membre aussi de l'association Et si on parlait de sport et participez à votre manière à cette belle aventure humaine et sportive. Et si on parlait de sport, une passion qui se partage, une équipe qui se construit. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et oui, retour sur le plateau de Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui connaît le football sous toutes ses facettes. Formé au Toulouse FC, passé par plusieurs clubs professionnels avec plus de 200 matchs disputés en Ligue 2 et en National, Nicolas Bayod a vécu des exigences de haut niveau pendant plus de 13 années. Mais son parcours ne s'est pas arrêté au terrain. Après sa carrière de joueur professionnel, il s'est tourné vers l'entrepreneuriat, le coaching et la préparation mentale. Aujourd'hui, il accompagne de jeunes footballeurs, des joueuses, des entraîneurs, mais aussi des dirigeants et des entrepreneurs dans leur quête de performance et d'épanouissement. Avec lui, nous allons parler football, bien sûr, mental, reconversion, accompagnement de jeunes talents et comprendre ce qui fait réellement la différence entre un joueur prometteur et un joueur qui atteint le haut niveau. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Alors Nicolas, avant de parler de ton activité actuelle, on va revenir au commencement. Comment le football est entré dans ta vie ? On va dire assez naturellement. En débutant dans les cours de récréation, dès mon plus jeune âge, et puis ensuite dès que c'était possible, en s'inscrivant dans le club local pour commencer à jouer et à apprendre à jouer au football, voilà, simplement. Et qu'est-ce que tu retiens de ces fameuses années de formation au Toulouse FC ? Alors là, on a franchi déjà un grand palier. Toulouse FC, déjà, c'est arrivé après le Pôle Espoir, qui a été vraiment une première étape importante dans
dans mon évolution. Donc là, c'est 4e, 3e. Et puis ensuite, on intègre donc le centre de formation de Toulouse, où là, j'ai envie de dire qu'on se retrouve entre challengers, puisque on a tous en tête ce rêve de devenir footballeur professionnel. Puis là, il y a une intensité qui devient importante, avec une recherche de résultats et la compétition dans laquelle on doit très vite faire cet apprentissage pour essayer d'accéder et de franchir les étapes une à une vers le monde professionnel. Voilà. Alors, tu réalises en fait ce rêve en devenant finalement un joueur professionnel. Quel souvenir tu gardes de cette période ? Le souvenir, alors, joueur professionnel, en fait, c'est vrai que c'est le rêve de tout jeune garçon et puis aujourd'hui de beaucoup de jeunes filles aussi. Alors, il faut savoir que j'ai eu la chance de jouer avec l'équipe professionnelle de Toulouse, voilà, qui était mon club formateur, mais j'avais toujours un statut amateur. Voilà, j'étais pas sous contrat professionnel. Donc ensuite, en fait, malgré le fait que j'ai joué, j'ai connu la blessure assez importante, notamment avec une fracture de la malléole. Et derrière, il a fallu revenir. Et forcément, l'entraîneur, l'équipe évolue et on rentre plus forcément dans les plans. Toulouse m'a permis déjà de me relancer, donc c'était déjà vraiment une très bonne chose, on va dire, de me permettre ça, de rejouer avec l'équipe réserve qui était à l'époque en National 2. Et puis j'ai rebondi à Rodez, tu vois, où j'ai dû refranchir les étapes une à une vers le monde professionnel. Donc pendant 3 saisons, de la National 3 jusqu'au niveau national, pour signer mon premier contrat professionnel à 24 ans. Et là, on peut dire que oui, j'ai réalisé mon rêve de signer ce fameux contrat professionnel à 24 ans à la Berrichonne de Châteauroux. Quels sont les moments marquants de cette carrière, justement, qu'on passe ce cap, on a enfin ce contrat, et qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette carrière professionnelle ? Ce qui m'a marqué le plus, alors je te doute qu'il y a différents moments, mais les plus importants, c'est forcément quand tu as l'honneur et la fierté de pouvoir porter le maillot de l'équipe première de ton club formateur qui était Toulouse, dont je suis natif. Donc ça, ça a quand même été vraiment le premier grand moment, j'ai envie de dire, dans ma carrière de joueur professionnel, même si je ne l'étais pas forcément à ce moment-là. Ensuite, j'en ai vécu des très beaux avec Rodez, où j'ai connu 2 montées, et aussi un 32e de finale de Coupe de France où on a rempli le stade Paul-Lignon, où à l'époque il y avait peut-être 7-8 000 personnes dans le stade, et c'est vrai que ça faisait peut-être une dizaine d'années que Rodez n'avait pas vécu ça. Donc là, ça a été aussi un grand moment à Rodez. La signature de ce fameux contrat pro à Châteauroux, où j'ai encore en tête forcément l'image avec le président, la signature du contrat dans le bureau, etc. Premier match en pro, c'est des bons souvenirs aussi. Après, comme événement marquant, quittant Châteauroux, je vais à Nîmes pour accéder, pour amener ce club en Ligue 2 aussi. La montée de Nîmes en Ligue 2, dont j'étais un des artisans, si tu veux, ça a été aussi peut-être l'apothéose, parce qu'un club comme Nîmes Olympique, qui a connu plusieurs décennies en première division, qui était dans le monde amateur depuis aussi peut-être 7-8 ans, il y avait une attente énorme. Et le fait de permettre à ce club, à cette ville, de retrouver le statut professionnel, ça a quand même été très très fort. Et puis je vais te partager aussi un moment qui a été pour moi peut-être le plus enrichissant en tant que joueur, ça a été le maintien 2 ans plus l'année suivante d'ailleurs avec Nîmes Olympique, où on est relégable de la seconde journée de championnat à la 38e, et on réalise l'exploit en fait de se maintenir avec un maintien obtenu avec 2 coachs différents. Et on obtient ce maintien en fait à la dernière journée où également je suis décisif sur la fin de saison, et où personne ne mettait une pièce sur nous. Et puis à la sortie, justement, tout à l'heure on va sûrement enchaîner, parler de mental, d'état d'esprit et de plan d'action. Et bien là, cette saison pour moi, je pense que c'est sûrement celle qui représente peut-être le plus encore tout ce qu'on est capable de faire, tout ce que l'humain est capable de faire, non pas individuellement mais collectivement, pour atteindre des objectifs. On voit bien que tout ça c'est sensible et ça permet de faire réfléchir. On a tendance à idéaliser peut-être ce football professionnel. Quelle est la réalité que tu as découverte entre le rêve et quand on arrive sur le terrain et la réalité? Parce que derrière ce contrat, derrière ce rôle de joueur professionnel, il y a tout un tas de choses que l'on ne perçoit pas vu de l'extérieur. Oui, tu as tout à fait raison, Laurent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même avant de signer, tu vois, ce contrat professionnel ou d'arriver jouer en équipe première, il faut, on va dire, quand on a 16-17 ans,
en fait, c'est comme si on était déjà, on est déjà, puisque pour certains dont je faisais partie, en fait, j'étais déjà sous contrat, c'est-à-dire que j'étais déjà rémunéré, même si c'était pas des grosses sommes. Il n'empêche que quand tu as 16 ans, et il me semble à l'époque, c'était l'équivalent de peut-être 400 € ou 450 € par mois. Voilà, ça compte. Et à côté de toi, t'as tes copains, en fait, qui, alors c'est pas parce que tu es sous contrat déjà que tu vas y arriver, ça c'est la première des choses. Mais ce que je voulais dire, c'est juste que déjà à ce moment-là, tu es dans le monde du travail. Voilà. Tu as cette compétition et là, il faut faire preuve de maturité très rapidement. En fait, parce que quand tu as 16, 17, 18, 20 ans, il y a beaucoup de tentations. À côté, c'est ta jeunesse. Les personnes que tu côtoies, elles ont une vie et toi, tu as certaines obligations par rapport à ça. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis ensuite, une fois que tu as cette chance, cette opportunité de démarrer une carrière, il faut qu'elle dure parce que c'est éphémère. Et là, encore une fois, on voit beaucoup, bien sûr, le côté un petit peu paillette du football, mais pour ceux qui le connaissent, il y a tout ce qui se passe derrière, c'est-à-dire l'investissement, où tous les jours, il y a des entraînements, il y a tout ce qui se passe en dehors des entraînements, et ça, c'est aujourd'hui ce que je transmets aux autres, on va dire, dans mes activités, parce que ça ne s'arrête pas sur le terrain. On va dire, être un footballeur professionnel, c'est tout ce qui va se passer en dehors du terrain. Et là, encore une fois, ce parallèle avec l'entreprise, où on fait des études jusqu'à aujourd'hui, on peut faire des études jusqu'à 25-30 ans pour certains, avant de rentrer sur le marché du travail. Tu vois, et c'est ce parallèle où là, à 18-20 ans, il faut que tu sois déjà aguerri pour être sur un marché du travail qui est ultra compétitif et le niveau d'exigence est hyper élevé. Alors là, on arrive justement 13 ans de carrière, plein d'enthousiasme, puis il arrive tout doucement cette fin de carrière que tu as connue et que beaucoup de jeunes joueurs ou de joueurs connaissent. Comment toi, tu as vécu cette fin de carrière professionnelle ? J'ai pas beaucoup parlé de Clermont, mais voilà, mes 3 dernières années se passent au Clermont Foot en Ligue 2. Je suis un joueur aguerri à ce niveau-là, où je retrouve un entraîneur qui pour moi a été un mentor tout au long de ma carrière, qui est Régis Brouard, et qui me nomme capitaine de l'équipe. Donc en fait, si tu veux, je termine cette dernière saison de Ligue 2 en étant capitaine, et puis derrière, comme c'était ma 3e saison à Clermont, et que on a quand même franchi des objectifs et sportifs mais aussi personnels, puisque nous avons eu la naissance de ma fille à Clermont. Derrière, l'idée avec ma femme, voilà, qui a toujours été derrière moi, et qui fait aussi partie intégrante de cette réussite, puisqu'on le sait, l'importance en fait de la régularité et de la performance. Le premier facteur pour les personnes qui nous écoutent, c'est l'environnement. Voilà. Donc derrière chaque joueur, il y a une femme en général qui se cache derrière chaque joueur, chaque homme. Et aujourd'hui, on va dire que cette femme qui m'a accompagné, elle avait aussi besoin de se réaliser. Et comme à ce moment-là, les opportunités ne se sont pas présentées par rapport à avoir cette fille en bas âge et à bien terminer, on va dire, cette carrière. Mais derrière, je me suis accroché, j'ai essayé de m'entretenir, puis les opportunités ne sont pas venues. Et puis, il y en a une autre qui est arrivée pour ma femme, justement. On est revenu sur Toulouse. Et puis là, on a investi dans l'entrepreneuriat. C'est elle qui s'est lancée au départ plutôt dans l'immobilier. Je l'ai rejoint 18 mois plus tard. Et puis là, pour moi, en fait, ça s'est enchaîné. Alors, j'avais aussi préparé un après dans le football, puisque je m'étais formé en parallèle. J'avais obtenu un diplôme d'ailleurs que j'ai obtenu à cheval sur ma dernière année à Clermont, puisque c'était un diplôme sur 2 ans avec la fac de Lyon, de gestion d'organismes sportifs, tu vois, pour être manager de club ou plutôt directeur sportif. Et ça j'ai pu l'exprimer. Il y a eu une opportunité, alors en tant que bénévole, mais en tant que président de club au club de Portet pendant 5 ans. Et puis ensuite, donc, on va dire sur l'autre côté plutôt professionnel, l'entrepreneuriat, l'accompagnement des personnes, d'abord dans l'immobilier, parce que quand on accompagne un client à rechercher un bien ou un client à vendre un bien, on est aussi dans l'accompagnement humain. Donc tout ça, ça m'a bien plu, et puis j'ai senti qu'il fallait que je me forme un petit peu plus précisément pour avoir les bons outils et bien comprendre aussi le fonctionnement de l'être humain. Et donc là, je me suis formé en neurosciences.
On était en 2021 à ce moment-là. Et puis derrière, je me suis orienté vers l'accompagnement humain, un peu tout azimut au départ, c'est-à-dire dans l'entreprise parce que ça faisait déjà quelques années que j'y étais, et puis bien sûr dans le sport, pour aujourd'hui me focaliser sur l'accompagnement des joueurs, des joueuses. Également, j'ai quelques entraîneurs. Justement, je vais te relancer là-dessus, si tu veux bien, Nicolas. D'accord. On vient de faire la partie fin de carrière. On comprend bien le processus que tu viens de faire. Et en fait, ça t'amène, avec tout ce que tu viens de faire, à un point très clair, c'est de dire, j'ai envie de faire autre chose de ma vie, donc j'ai préparé ça. Et l'expérience que tu as faite, tu as choisi de te lancer finalement dans le coaching et la préparation mentale. Pourquoi finalement avoir pris directement cette voie-là ? Tu as un peu expliqué ce parcours, mais qu'est-ce qui t'a poussé intérieurement à te lancer là-dedans ? Moi, la préparation mentale, je me considère plutôt comme un coach mental. C'est-à-dire que oui, il y a de la préparation mentale, mais pas que, en fait. En fait, ce qui m'a amené vers ça, et déjà, je pense que c'est mon parcours, à travers les quelques moments forts que je sais partager et que je partage à tous les auditeurs. J'ai eu une carrière qui n'a pas été facile. Voilà, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. La blessure, fallu rebondir, signer le premier contrat pro à 24 ans. Il y a plein de choses en fait qui ont fait que je me suis beaucoup démarqué. Ça a été sûrement une de mes grandes forces, cette capacité à ne jamais lâcher et à se remettre en question en permanence pour atteindre les objectifs. Et donc, une fois que j'ai commencé à accompagner un petit peu dans tous les environnements, forcément là où plus d'appétence, c'est ce monde du football dans lequel j'ai grandi, j'ai évolué en tant qu'homme tous les jours, de l'âge de mes 13 ans jusqu'à mes 31 ans. Et donc, cette formation en neurosciences motivationnelles m'a amené, les compétences au-delà de l'expérience que j'ai pu avoir pour permettre aux joueurs, aux joueuses, également aux entraîneurs, même j'ai eu un arbitre aussi, mais vraiment aujourd'hui, je me focalise sur les joueurs et les joueuses, de performer par rapport à qui ils sont. Voilà. Et l'approche, alors je ne sais pas s'il y a une question derrière ou peut-être que je vais développer l'approche, mais ou si je la développe maintenant. L'approche. En fait, aujourd'hui, tu passes de coach professionnel à préparation mentale. Et en fait, tu dis aujourd'hui, je me présente plus comme un mentor du football. C'est une barre qui est assez haute. Contrairement, qu'est-ce que ça signifie, ce principe de mentor du football ? Est-ce que tu peux justement développer un petit peu, puisqu'on vient de voir ton passage du monde du foot à cette envie, on le sent dans ce que tu nous racontes, cette passion finalement de t'occuper des autres et d'aller vers cette direction-là. Oui, donc là, voilà, la transition, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi coach mental plutôt que préparateur mental ? Aussi pour ces raisons-là, c'est-à-dire que pour être un bon joueur de foot, il faut d'abord se connaître. C'est-à-dire que tu peux travailler tout ce que tu veux en préparation mentale, la visualisation, différents outils qu'on peut mettre à la disposition d'un joueur ou d'une joueuse, mais si le joueur ne se connaît pas, s'il ne connaît pas ses caractéristiques, il peut toujours visualiser. Mais il va peut-être pas visualiser les bonnes choses parce que c'est pas ce qui correspond à son profil. Tu vois, donc le côté mentor arrive bien évidemment parce que vu que je suis déjà passé par ce chemin-là, j'ai envie de dire que qui est mieux placé qu'une personne qui a déjà vécu des choses pour accompagner quelqu'un à la performance. Je ferme pas la porte à ceux qui n'ont pas connu le haut niveau et qui accompagnent les joueurs. C'est pas le sujet. Mais c'est comme moi quand j'accompagne, par exemple aujourd'hui dans le karting, j'ai un jeune pilote qui performe, mais je vais pas pouvoir être aussi précis que ce que je le suis dans le football. Tu comprends, Laurent ? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, si tu veux, ce rôle de mentor, il est là. C'est-à-dire qu'il y a des moments clés dans une carrière où là, je vais pouvoir prévenir le joueur, mais je le préviens, je le conseille. Je ne prends jamais la responsabilité de prendre une décision à sa place. Je lui dis juste ce qui peut se passer. Pourquoi ? Parce que je l'ai vécu. Voilà. Justement, quelles sont les problématiques les plus fréquentes que tu rencontres chez les jeunes joueurs ? C'est souvent, aujourd'hui, on est dans une société où on retrouve beaucoup de profils où les joueurs, les joueuses ont du mal à gérer leurs émotions. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de profils, c'est à la mode, mais hypersensibles. Et cette hypersensibilité, souvent, elle est mal comprise. Tu vois ? Et c'est là que je dis que la connaissance du joueur ou de la joueuse, c'est fondamental dès le départ, parce que si je ne comprends pas pourquoi je fonctionne de cette manière-là, et pourquoi dans certaines situations je vais me retrouver en difficulté, en fait je vais perdre confiance en moi. Sauf que cette hypersensibilité, elle a aussi des bons côtés. Elle a aussi des côtés où je vais pouvoir en tirer des bénéfices par rapport aux autres. Tu vois ?
Et en fait, c'est dans ce sens-là que le travail il est intéressant. Alors, il n'y a pas que des hypersensibles, hein, il y a d'autres personnes qui sont bien régulées. Et comme tu le disais, en fait, on n'a pas besoin aussi de se retrouver dans des situations difficiles pour se faire accompagner et pour justement capitaliser peut-être sur des bonnes périodes. Est-ce que là j'ai répondu à ta question? Oui, je pense que c'est plus clair comme ça. Je pense qu'il faut effectivement aujourd'hui avec la jeunesse qu'on a qui est un petit peu perturbée par tout ce qui se passe autour d'elle et puis aussi avec les outils qu'on a à disposition, Internet, les réseaux sociaux et tout, ça perturbe probablement. Et entre ce que tu as vécu toi et aujourd'hui, je pense que c'est sûrement une des choses aussi qui est intéressante à savoir. Qu'est-ce que tu disais souvent que le talent ne suffit pas en football ou dans d'autres disciplines, j'imagine. Pourquoi? Déjà aujourd'hui, beaucoup de joueurs s'entraînent beaucoup. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui développent en fait des talents, qui développent des compétences. Et c'est là où je disais, forcément, le foot c'est le sport numéro 1. Donc il y a beaucoup de joueurs qui développent des capacités et des compétences. Mais pourquoi ça ne suffit pas? Parce que pour sortir du lot, pour certains, en fait, il y a un manque de connaissances, encore une fois, d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui va faire la différence? Si on fait tous la même chose, en réalité, on va dire, il n'y a personne qui sort du lot. Donc, c'est bien l'individu de par ses particularités qui sera identifiable, si tu veux, par l'extérieur. Et ça peut être par ses qualités techniques, bien évidemment, mais si ça ne suffit pas, ça sera parce que lui le représente. Ça sera par son attitude, par son comportement, par sa capacité, parce qu'il a peut-être des facilités à prendre son leadership. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est un petit peu plus en difficulté, un petit peu plus introverti, il va pas pouvoir aider ses partenaires d'une autre manière. Donc, c'est tout ça, en fait, qui fait que le talent ne suffit pas. Et tout ce qui va se passer à côté, et là, peut-être qu'on arrive justement à la transition avec ce que je propose aujourd'hui, c'est ce dont je parle dans mon quotidien, c'est l'entraînement invisible. C'est tout ce qui se passe en dehors du terrain. En fait, on peut parler peut-être que le mental est devenu un sujet central dans le sport de haut niveau, non? Alors, oui, évidemment, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu disais le talent ne suffit pas, oui, c'est-à-dire que si mon talent, je ne suis pas capable de l'exprimer en compétition, c'est qu'il y a souvent un blocage mental, un manque de confiance. Pourquoi, dans certaines situations, je me sens bien et je suis capable de montrer le meilleur de moi-même, et dans d'autres situations, je n'y arrive pas. Souvent, le blocage, on fait le lien avec le mental. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, la carrière que j'ai faite et la résilience que j'ai pu avoir, c'est aussi parce que j'ai eu cette capacité à ne jamais lâcher, à toujours croire en mes capacités, en mes qualités, et ça, c'est le mental. Voilà. Après, il y a tous les à côté, c'est-à-dire tous ces détails dont on n'a pas forcément conscience et dont j'allais te parler, et dont le mental pour moi est le plus important, mais beaucoup dont aujourd'hui on commence à parler, c'est, tu vois, l'hygiène de vie, ça va être aussi l'intelligence de jeu, avec l'analyse de jeu et puis les outils qu'on peut avoir avec ça, et également la prévention des blessures, parce que la blessure fait partie de la carrière, et mieux je vais l'anticiper, et moins je serai blessé. À quel moment, toi, tu considères que un joueur doit envisager peut-être un accompagnement mental ou quelqu'un qui viendrait vers toi? C'est quoi la démarche selon toi? Comment tu procèdes? Moi, aujourd'hui, en fait, je communique sur des enfants à partir de l'âge de 12-13 ans. En fait, jusqu'à cet âge-là, bien sûr qu'il y en a qui auraient besoin d'être accompagnés et d'être suivis, mais les parents doivent accompagner aussi, et bon, c'est pour ça que je m'adresse aussi aux parents, c'est les facteurs, c'est quoi? C'est que le petit prenne du plaisir, que votre fille prenne du plaisir, qu'elle se réalise, qu'elle est la banane, qu'elle joue tout simplement, qu'elle court sur le terrain, et ça, c'est ce qu'on appelle le foot d'animation, jusque, on va dire, donc le foot à 8. Là où il y a une première bascule qui va commencer à se faire, c'est sur le passage du foot à 11. Là, entre le foot à 8 et le foot à 11, il y a une première étape avec la possibilité d'intégrer les sports-études, et le top, c'est les pôles espoirs. Et donc, on va dire, c'est le premier moment où on est jugé, parce qu'il y a des sélections, il y a des premières sélections, pour atteindre justement les meilleurs de leur génération et intégrer justement ces pôles de performance. Et là, c'est vrai que ça ne s'appréhende pas la fleur au fusil. Quels sont les premiers critères? Sur quoi on va me regarder?
Aujourd'hui, à mon poste, est-ce que je sais déjà qu'est-ce qui va faire la différence sur le terrain, dans mon attitude, dans mon comportement? Et il y a peut-être déjà des jeunes joueurs, des jeunes joueuses à cet âge-là qui envoient des signes où ils n'arrivent pas à s'exprimer. Donc, c'est à cet âge-là, on va dire, qu'il y a une première, pour moi, prise de conscience qui doit se faire pour ceux qui sont ambitieux et à commencer à prendre les bonnes habitudes. Et c'est un petit peu le sens de l'académie que je suis en train de lancer. Eh ben justement, c'était la question à suivre. On sent toute cette passion, on sent que tu as intégré tout ça et que ton passé sportif t'a permis d'avancer dans cette direction. Alors, quels sont aujourd'hui tes objectifs? Et puis finalement, parle-nous de ce nouveau projet que tu viens de lancer. Oui, donc en fait, ce nouveau projet là qui est d'actualité, puisque depuis quelques jours, j'ai lancé une plateforme en ligne donc qui s'appelle la Smart Football Academy, à destination donc je mets à partir de 12 ans pour les jeunes garçons, les jeunes filles et leurs parents, mais il n'y a pas de limite d'âge derrière. C'est-à-dire que cet apprentissage à l'intérieur, il y a un espace, donc les parents ont accès également. On va retrouver l'écosystème du football, parce que les parents souvent, maintenant depuis 4 ans que j'accompagne, on se rend compte que les parents méconnaissent ce milieu-là, font des erreurs justement stratégiques parce que dès que ça se passe pas bien, je vais changer mon fils de club avec des conséquences qu'il peut y avoir derrière à travers les mutations, etc. Donc on va retrouver sur cette plateforme l'écosystème du football, voilà, pour pouvoir se positionner par rapport à la catégorie, par rapport au niveau, par rapport à l'environnement du milieu du football. Donc tout ça, on va retrouver des ressources. Je vais moi donner mes points de vue en vidéo pour qu'ils puissent comprendre un petit peu comment appréhender les différents sujets de l'écosystème. Et puis ensuite, sur cette plateforme, en fait, chaque semaine, je vais mettre en place un coaching. Voilà. Donc, les personnes qui rejoignent la plateforme et qui deviennent membres, en fait, toutes les semaines, un coaching sur l'aspect mental ou sur l'entraînement invisible. Donc, il peut y avoir des intervenants extérieurs qui vont venir à mes côtés pour parler de prévention physique, de préparation physique. On va faire aussi, là, je vais profiter de la Coupe du Monde, avec l'analyste vidéo avec lequel je travaille, on va faire de l'analyse de match pour comprendre les critères, les déplacements par rapport à des postes clés. Et enfin, la partie nutrition, également l'hygiène de vie, nutrition, hydratation, le sommeil. Donc, toutes les semaines, il y a un coaching qui va permettre de donner le tempo, de rester dans cette dynamique et de mettre en place aussi, de comprendre comment mettre en place les bonnes choses dans le quotidien du joueur de foot. Et puis derrière, donc, les ressources que je vais intégrer sur cette plateforme qui va tourner autour de l'entraînement invisible avec la partie mentale où je vais intégrer et des ressources et du contenu. La partie physique avec la partie prévention, avec la partie, on va dire, développement. Ensuite, la partie hygiène de vie avec l'hydratation, la nutrition. Voilà, mettre en place les bonnes pratiques pour ces jeunes joueurs et les parents qui ont de l'ambition pour aller vers le football de haut niveau. Alors, comment on va sur cette plateforme et comment on te rejoint? Est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a un lien? Comment ça marche? Exactement, il y a un lien. Il y a un lien pour rejoindre cette plateforme. Alors, cette plateforme, on n'est pas obligé, en fait, de tout de suite devenir adhérent. J'ai fait un espace invité où j'offre du contenu pour mieux expliquer, mieux me connaître, qui peut ensuite permettre à ces personnes-là de franchir le pas et de bénéficier de cette plateforme avec les coachings on va dire hebdomadaires. Donc là, je fais une offre de lancement par rapport à ça, où je fais 50% sur le tarif annuel, sachant que quelqu'un qui veut intégrer et découvrir, il y a un abonnement mensuel qui est de 50 € par mois, sans engagement, c'est-à-dire que si au bout d'un mois ça convient pas, j'arrête. Et donc cette offre de lancement qui est réservée aux 100 premiers adhérents jusqu'à la fin donc du mois de juillet, 50% sur le tarif annuel, donc 300 € à la place de 600 pour ceux qui prendraient l'abonnement mensuel sur une saison. Et donne-nous le lien exactement, comment on fait pour concrètement? Alors, le lien, je pourrais te le transmettre, tu pourras le mettre peut-être dans ton podcast, et puis on le retrouve sur mes différents réseaux sociaux, en bio, ou des fois même dans mes stories, que ce soit sur Facebook, Instagram, comment rejoindre la Smart Football Academy. Donc, je ne me souviens pas si je l'ai dit, mais Smart Football Academy, c'est le football intelligent, donc l'académie du footballeur intelligent. Donc, c'est comment devenir un jeune joueur intelligent, gagner du temps et puis justement éviter les erreurs de parcours.
On sent qu'on pourrait te laisser parler encore des heures entières, Nicolas. On sent cette passion. En tout cas, on espère qu'on va te souhaiter de bien réussir ce lancement et ce projet qui est important pour nos jeunes aujourd'hui, qui ont besoin effectivement d'adapter leur comportement, de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et tu l'as dit très justement, aujourd'hui les choses ont évolué, surtout sur le football, où il y a des règles finalement qui sont pas forcément affichées mais qui existent et qu'il faut savoir décoder. Je pense que effectivement, par rapport à ton expérience et le travail que tu fais, ça va être un super support pour tous ces jeunes qui veulent pratiquer du foot demain, jeunes garçons ou filles bien évidemment. Nicolas, merci d'avoir partagé avec nous ton expérience, ton parcours et ta vision du football. Ton témoignage montre que derrière chaque carrière se cache du travail, des sacrifices, mais aussi une véritable réflexion sur l'humain et la performance. Tu es la preuve d'une carrière sportive qui peut se prolonger autrement en mettant ton expérience au service des autres. Merci d'avoir été l'invité de Et si on parlait de sport ? Merci beaucoup à toi, Laurent, de m'avoir donné ce temps de parole pour présenter tout ça. Et puis, nul doute que ce soit chez les jeunes ou surtout aussi pour les parents, déjà, il y a déjà beaucoup de retours positifs. Donc, ça fait déjà écho. Et comme tu l'as dit, moi, je me sens aligné à 200%. Donc, il y a tout pour que ça se développe. Merci en tout cas d'avoir participé, Nicolas. C'est la fin de cette deuxième mi-temps avec Nicolas Baillot, ancien joueur professionnel formé au Toulouse FC et aujourd'hui mentor football et coach mental. À très bientôt, Nicolas. À très bientôt. C'était Et si on parlait de sport avec Caroline Jouisse et Nicolas Baillot. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité sportive. C'est la fin du match et de cette 159e émission de Et si on parlait de sport. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match de cette 159e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Caroline Jouisse et Nicolas Baillot. Merci pour vos voix, vos parcours, vos témoignages et vos passions. Merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bel Ombra avec Bruno Hamet. Mais également à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Continuez à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vous notre moteur. Cette émission est à retrouver en podcast sur les plateformes habituelles ainsi que sur le site Et si on parlait de sport. Très belle semaine à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport consacrée à celles et ceux qui font vivre le sport au quotidien. À très vite et d'ici là, continuez à vivre le sport autrement.